Bien, bonjour à tous, merci de venir à cette journée du pôle foncier. Une nouvelle journée comme l'année dernière, au mois de juin, consacrée aux questions du droit foncier, enfin des questions foncières en général, et puis des questions de gestion de l'eau dans les zones rurales irriguées des pays du Nord et du Sud. Le thème, donc, aujourd'hui, ce sont les politiques de la terre dans les pays du Sud entre État, marché et dispositifs coutumiers. Il y a une première présentation qui devait être faite par Madame Yasmina Yacoubi, qui est du CREAD d'Alger. Et malheureusement, les vicissitudes administratives ont fait que le visa ne lui a pas été attribué à temps. Et donc, elle n'a pas pu se rendre à Montpellier. C'est vraiment très dommage. C'est une personne que je considère comme vraiment très innovatrice dans la recherche sur les thèmes de la gestion des eaux souterraines dans les pays maghrébins. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir Yasmina Yacoubi à une autre occasion à Montpellier pour qu'elle nous présente directement ses travaux. Donc je le ferai à sa place en essayant de respecter le mieux possible l'esprit et la lettre de sa recherche. Nous aurons dans la journée 4 intervenantes. Alors, moi je me substitue à Yasmina Yacoubi, mais les 3 autres intervenantes viendront évoquer les questions foncières de droit de l'eau dans des contextes assez différents. Sur l'Office du Niger, au Mali, sur la situation en Équateur et sur la Huerta de Valencia en Espagne, au sud de la Catalogne. Donc je vais commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par la présentation de Yasmina Yacoubi, qui travaille donc sur les évolutions des droits de propriété, sur les ressources foncières et eau dans les territoires du sud de l'Algérie coloniale. Alors je dois dire que Yasmina Yacoubi, nous l'avons rencontrée en 2009 au cours d'un colloque sur les archives de l'eau en Méditerranée. Et Yasmina Yacoubi était venue à l'époque comme jeune doctorante, accompagnée de ses professeurs, en travaillant essentiellement sur des sujets de grande hydraulique algérienne. Et la rencontre de 2009 a été l'occasion de réfléchir aux sociétés plus anciennes. La grande hydraulique, c'est une épopée coloniale et des pays indépendants, mais le fond culturel, le fond juridique, le fond politique de toutes ces sociétés, c'est l'hydraulique coutumière, on peut dire d'une certaine manière. Et faire l'analyse de cette évolution sur le long terme reste une question qui n'est pas tout à fait tranchée dans les différents pays maghrébins et qui est de toute façon pas tranchée non plus dans les pays du nord de la rive nord de la Méditerranée, où il y a beaucoup de travaux de recherche à faire sur l'évolution des sociétés depuis le XVIIIe ou le XIXe siècle, et même avant. Alors, la démarche de Yasmina Yacoubi a donc été de changer de sujet de thèse en cours de son parcours et de s'intéresser donc à l'histoire des sociétés traditionnelles en Algérie avec un chemin de recherche qui va du terrain aux archives et qui correspond tout à fait à ce qu'on essaie de faire, nous, dans d'autres situations, au Maroc, avec des collègues marocains, par exemple Mahmed Madane, qui était ici l'année dernière, ou Mohamed El Faïz, ou des situations euroméditerranéennes en Espagne, en France ou en Italie. Donc la démarche, c'est de s'intéresser aux ouvrages hydrauliques anciens, en l'occurrence les Foggara en Algérie, durant la longue période de documentation coloniale, une période de documentation qui a
beaucoup de sources d'intérêt, mais qui restent cantonnées dans des aspects assez techniques. C'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire des Foggara, on va décrire les ouvrages, on va éventuellement donner les données techniques qui sont très utiles, les débits, les niveaux, etc. Et puis aussi tout le système de subvention du gouvernement, de l'administration française coloniale qui va être très active dans ce domaine. Mais ces informations ne renseignent pas vraiment les relations particulières que les sociétés ont avec le foncier et l'eau, la terre et l'eau. Et donc c'est en examinant à la fois les documents sur l'évolution des droits de propriété, sur la nature, leur construction, l'acquisition, la déperdition de ces droits. Alors c'est très important parce que Yasmina Yacoubi ne va pas raconter une histoire linéaire, elle va montrer que l'histoire des Foggara est une histoire qui se périodise avec des phases de construction, de gestion, d'utilisation, et puis des phases de reconfiguration, voire d'abandon, ou de reconquête. C'est des choses tout à fait comparables à ce qui se fait d'ailleurs dans les recherches sur les oasis marocaines. Donc il y a un dynamisme qui est très très important, puisque il y a bien sûr le creusement des puits et puis des galeries elles-mêmes. Hein. On va voir ce que c'est exactement comme objet si vous ne le connaissez pas, mais ce sont des galeries qui s'assimilent à des mines. Et puis donc ces mines sont prolongées, sont revivifiées, sont modifiées au cours du temps. Le contexte aussi, dans cette période du 19e et 20e siècle, c'est la concurrence de la Grande Hydraulique du Nord, en Oranie, d'une part, et puis donc qui va créer des zones de développement, de fixation de population, de migration, qui va toucher les zones du Sud, et puis aussi les creusements de puits artésiens ou de systèmes de pompage à bascule, qui vont aussi interférer avec la gestion de la nappe dans les oasis du Sud. La région qui va être traitée par Yasmina Yacoubi, c'est le Gourara, qui est présentée dans les documents à la fois comme une terre d'accueil, avec un pouvoir d'attraction, hein, c'est l'oasis, et puis une terre aussi de répulsion en fonction de la réussite ou des échecs des différents travaux hydrauliques et de l'organisation sociale. Donc l'objet de cette communication, c'est de réfléchir au lien, au rapport entre les travaux d'aménagement et les droits de propriété dans les systèmes de Foggara des territoires du sud de l'Algérie coloniale. La Foggara est un système ancestral d'irrigation. Elle illustre parfaitement l'enchevêtrement de l'eau et de la terre dans cette région du Touat-Gourara. Cette région du sud qui a été définie à l'époque coloniale avec des divisions administratives Ain Sefra, Gardaïa, Togourt et puis la zone des oasis. Et donc cette délimitation, elle n'est pas strictement liée aux populations et même au caractère hydraulique des choses, mais plutôt à la situation de commandement militaire, de contrôle du Sahara, des confins et des liens ou l'essai de contenir les tribus dites hostiles. Du point de vue cartographique, vous voyez, c'est vraiment le centre-sud de l'Algérie. La Foggara, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion hydraulique, ce concept de captage et d'utilisation de l'eau, le terme générique, c'est le kanat, que les Iraniens utilisent. Le terme marocain, c'est khetara. Le terme algérien, Foggara. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, c'est une mine quasiment horizontale, une sorte de puits qui permet, par un creusement sur de longues distances, d'intercepter une nappe souterraine qui est en général alimentée par des piémonts ou par des précipitations rares, mais qui permettent de concentrer de l'eau dans certains flux de nappes.
Donc cette nappe est interceptée. Pour creuser la mine, il faut l'aérer, et donc il y a des puits qui sont verticaux, qui ne sont pas des puits pour extraire l'eau, mais simplement des puits pour rentrer dans le segment creusé de la Foggara, avec donc des alignements qui sont souvent spectaculaires dans le paysage désertique de ces sorties de puits qui ont permis à la fois le creusement et qui vont aussi avoir un rôle important dans l'entretien et la permanence de l'usage et donc des droits liés à cette extraction d'eau. La galerie drainante donc, a une partie drainante que vous voyez à droite de l'image, et ensuite, par gravité, l'eau va s'écouler d'écoulement, va s'écouler doucement dans une partie où elle va subir d'ailleurs un certain nombre de pertes par infiltration, mais une partie du débit arrivera bien à l'orée du Xar et finalement dans la Palmeraie. Dans ces régions du sud, l'irrigation est une pratique absolument obligatoire si on veut produire, si on veut faire fonctionner la photosynthèse et avoir une agriculture. Donc les principales cultures sont des bases alimentaires en orge et blé dur, avec généralement des faibles productions, et puis le palmier dattier qui est l'arbre qui permet à la fois de se nourrir, de faire du troc et assurer du ravitaillement entre les différents groupes qui transitent dans le Sahara. Cela dit, cette agriculture, elle est quand même très dépendante de l'agriculture du nord de l'Algérie, puisqu'il y a des déficits en céréales, en laine, en beurre, en produits de consommation courante, et puis les produits manufacturés donc, viennent du nord de l'Algérie. Alors, l'analyse que fait Yasmina est de dire que la production de dattes n'a pas cru proportionnellement à l'arrivée de produits venant du Nord. Et donc, l'un des objectifs des travaux d'irrigation était non seulement de conserver des palmeraies, mais en fait d'engager les Oasiens à étendre leurs palmeraies et donc à réussir de nouveaux travaux hydrauliques. Sur le plan de la méthode, comme je vous le disais tout à l'heure, Yasmina Yacoubi a beaucoup travaillé sur les données des différentes archives historiques, avec des fonds qui relèvent de la territorialisation des territoires du Sud, et puis des fonds qui relèvent plus des politiques publiques, hydrauliques, etc. Et donc c'est la rencontre de tous ces éléments, documents, articles, revues, avec évidemment des entretiens aussi sur le terrain qui fondent son discours. Les boîtes d'archives sont répertoriées dans les différents sites qu'elle a consultés, mais avec des difficultés de cette recherche où finalement le classement est assez imprécis, beaucoup de documents sont pêle-mêle, et il y a donc un effort très très important de compréhension des chroniques liées à chaque dossier, disons. Elle donne quelques exemples de répertoires, vous voyez, qui montrent qu'il y a à la fois des fonds qui montrent la politique coloniale, et puis des données plus géographiques, plus contextualisées, des données plus agricoles, des notions liées aux sociétés indigènes de prévoyance qui vont avoir un grand rôle dans l'Algérie coloniale, et puis la question des budgets aussi, qui sont aussi documentés, etc. Alors, quels sont les principaux résultats? D'abord, l'organisation de la société par rapport à la Foggara, par rapport à ses ouvrages. Il y a beaucoup d'intervenants qui partent du sommet de la structure politique coloniale, le gouverneur qui va, à travers des directions territoriales, organiser un flux de subventions vis-à-vis de l'hydraulique traditionnelle. Les sociétés indigènes de prévoyance, qui vont être des relais pour ce système d'aide
à des réalisations locales. Et puis on retrouve les institutions autochtones de l'AJMA qui rassemble la population, et puis le XAR, le village, qui est beaucoup plus organisé et structuré par rapport à la Fogara elle-même. Enfin, la société rurale est dominante, c'est structuré autour de propriétaires de Fogara, les Mratines et les Chorfa, donc des catégories sociales relativement riches. La main-d'œuvre qui existe sous forme d'esclaves, de khames, c'est-à-dire de métayers payés au 5e des récoltes, en général, c'est une notion qui peut évoluer aussi, et puis les kheras, qui sont les locataires. Et enfin, il y a aussi les commerçants, ceux qui assuraient les transactions, les échanges, qui sont devenus au cours du temps des entrepreneurs. Alors, Yasmina nous donne quelques documents typiques de ces fonds d'archives qui précisent parfois les montants, par exemple, des aides, aussi la qualification des récipiendaires, puisqu'il y a des Ksours pauvres et des Ksours riches. On va financer les deux d'une façon un peu différente, probablement. Alors, si on s'intéresse donc à ce processus d'intervention de la puissance administrative française, elle se fonde dans les années 20 sur des budgets qui vont être attribués d'une façon proportionnelle aux populations dans les différents XAR concernés, en facilitant les travaux ordinaires de désensablement, ce qui est le travail annuel régulier dans ce type de société hydraulique, disons, locale. Et puis, il y a aussi des situations qui font exception, des zones où le sable est venu recouvrir les villages et les galeries, et donc ça exige des travaux beaucoup plus importants qu'un simple entretien. La subvention permettait d'acheter des outils, de les transporter, de payer de la main-d'œuvre si elle fait défaut, et elle encourage l'initiative privée, surtout lorsque les travaux ont dû être arrêtés ou par manque de ressources, etc. Et ces subventions ont aussi servi non seulement à entretenir ou réparer des Fogaras, mais à revivifier des Fogaras abandonnés par suite d'éboulement d'une partie de ces mines, de ces galeries. 90% de l'effort fourni pour les Ksours riches en général sont à la charge des villageois. Seulement 10% en fait est apporté par la subvention. Donc ça montre quand même que l'initiative reste une initiative très locale et que le système de subvention n'était pas forcément le facteur déclencheur. On a l'impression dans ce travail que l'administration cherche où placer de l'argent, mais pas forcément être à l'initiative des travaux. Par contre, dans les années 50, le montant des subventions va atteindre 70%, ce qui, entre parenthèses, est à peu près l'équivalent dans le système de soutien à l'agriculture irriguée en France à l'époque, puisque les associations syndicales autorisées recevaient 85% de subventions pour leurs travaux de confortement ou de maintien des ouvrages anciens. Ce qui est significatif, c'est surtout le fait que les quantités de travail sont énormes. L'exemple donné d'une Fogara de 4 km à une profondeur moyenne de 12 mètres, 48 000 journées de travail ont été nécessaires, d'après le calcul de René Arus en 1985. Alors, donc, les conséquences de ces politiques ont été un peu faire perdre les plus pauvres
de leur droit de propriété sur l'eau et par conséquent sur la terre. Cependant, dans le cas de Foggara morte, je ne sais pas si d'ailleurs le terme est tout à fait exact, puisque c'est un cycle de mort et de renaissance. En tout cas, c'est jamais une mort définitive. Tous les ouvrages qu'on connaît, même au Maroc, sont des ouvrages qui peuvent à tout moment, selon certaines circonstances, effectivement être rétablis dans leur fonctionnement, non pas original, mais dans un nouveau fonctionnement pratique. Donc, les pauvres gardent une sorte de copropriété potentielle dans la mesure où, en cas de revivification de la Foggara, ils pourront faire valoir des droits. Ils pourront faire valoir des droits, notamment parce que les personnes, en l'occurrence, ce qui a été trouvé par Yasmina Yacoubi, c'est cette espèce de contrat qui fait que ceux qui revivifient une Foggara abandonnée vont en fait disposer d'un droit de la moitié du débit rétabli, l'autre moitié étant répartie entre les copropriétaires anciens. Et donc c'est très intéressant ça, parce que ça rejoint la question que moi j'avais pu étudier à une certaine époque sur et que certains économistes ou anthropologues connaissent bien, c'est les conventions de plantation dans le café et le cacao au Togo ou en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains où au Togo ça s'appelle le dibi madibi, c'est-à-dire que celui qui plante pour l'autochtone qui n'a pas planté va ensuite partager la plantation en deux moitiés égales, une moitié pour le propriétaire ancien, une autre moitié pour celui qui a pris les risques de l'investissement. Et donc c'est la première fois moi que j'entends, je n'avais pas vu de cette situation décrite au Maroc, en tout cas en Algérie. Yasmina Yacoubi découvre ou nous montre cette disposition juridique et politique, hein, puisque du coup ça incite des personnes à organiser la revivification de certaines Foggaras. Cela étant, au cours du temps colonial, les superficies travaillées se sont réduites. La situation des Foggaras était rendue difficile aussi par le fait que dans les creusements périphériques de puits autour des Foggaras, il fallait de la traction animale, il fallait emboucher des ouvriers pour l'exort de l'eau. Et donc il y a une concurrence entre cette irrigation de puits et l'irrigation collective historique. On voit déjà se dessiner une crise de l'eau qui est moderne, qui est actuelle, qui est aujourd'hui peut-être amplifiée entre effectivement les systèmes collectifs de gestion des ressources en eau souterraine ou superficielle, et puis des systèmes où finalement l'entrepreneur est capable avec son argent de s'autonomiser, de prendre l'eau qu'il veut, et finalement de réduire la capacité d'ensemble, de la disponibilité en eau d'ensemble, et finalement amener à une crise foncière et de production. Traditionnellement, donc, les Foggaras étaient partagés. Les propriétaires des parts d'eau de la Foggara étaient ceux qui avaient contribué à la faire couler. Contribuer à la faire couler, c'est-à-dire que pour des Foggaras qui peuvent avoir 1000 ans, hein, on voit bien qu'il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs possibilités de faire fonctionner ou de refaire fonctionner. Donc c'est l'ihaya, j'espère que je prononce bien. C'est le fait de revivre, enfin c'est ça, hein, hayat c'est la vie, ihaya c'est le fait de revivre, c'est ça. À l'origine, donc, on peut penser que la Foggara était la propriété d'une seule personne qui avait disposé des capitaux pour mobiliser ces milliers d'heures de journées de travail. Mais dans le long terme, la plupart des Foggaras sont des Foggaras partagés par les différents partages successoraux. Et donc c'est la propriété de groupes et de groupes complexes avec plusieurs origines, évidemment. Lorsque la
la Foggara connaît une crise de rabattement de la nappe, d'éboulement, de dépôts de sable, etc. La baisse de la production de la Foggara, pardon, Yasmina, je dis toujours Retara, mais c'est bien la Foggara, affecte chaque personne hein, dans des proportions équivalentes en principe. Ça dépend aussi des conventions sociales du partage. Et en tout cas, donc cette conséquence mécontente tous ceux qui voient leurs parcelles diminuer en surface irriguée. Et donc cette crise amène soit à aller rechercher d'autres sources d'eau, soit, disons, pire pour la société locale d'aller chercher des revenus très loin des lieux. Et du coup, c'est une tendance péjorative qui fait qu'il y a une sorte de déperdition qui se produit de la propriété de la Foggara au cours du temps, à l'occasion de ces crises environnementales, on pourrait dire. La Foggara donc est présentée par Yasmina Yacoubi comme une sorte de perfection de la répartition juridique de l'eau, hein, mais dont la distribution matérielle devient médiocre, et finalement il y a un hiatus entre le cadre foncier, juridique, de droit, et puis la production et ce qui est possible de faire. Et du coup, des changements sont à annoncer régulièrement. Alors, l'eau des Foggara, c'est une propriété séparée de celle du sol. Elle s'achète, elle se loue indépendamment du sol, hein, dans le cas algérien. Et l'objet de vente, c'est l'objet d'une part fixe d'un débit de la Foggara et non d'un volume déterminé d'eau. Il y a d'ailleurs à ce sujet une très grande différence, je fais une parenthèse, entre la situation algérienne où la société comprend le partage de l'eau en partage de débit continu. C'est pour ça que vous avez vu sur l'image de départ ces structures oasiennes de peignes où l'eau va rentrer dans des espaces proportionnels aux droits de chaque famille, de chaque copropriétaire de la Retara, et ensuite chacun va continuer à utiliser ça en débit continu, donc des très faibles débits qui vont être repris ensuite dans les champs avec différentes techniques. La situation marocaine, la culture marocaine de l'eau est assez différente parce que ce partage en débit continu est relativement peut exister, disons, dans les structures primaires du canevas hydraulique, mais très très vite, on va arriver à des partages séquentiels dans le temps, avec des clepsydres, avec des systèmes de mesure du temps, et donc on manipule des plus gros débits, mais dans des temps très courts. Donc ça donne des idées assez différentes, je pense, dans la philosophie, la conception des cultures de l'eau. En tout cas, l'exploitant a besoin d'eau pour l'exploitant, fermier, métayer, a besoin d'eau pour agir, pour produire. Et puis, éventuellement, il va aussi, dans un deuxième temps, essayer de lui-même devenir propriétaire de parts d'eau. Alors, ce partage, il se construit sur des notions écrites, avec une inscription dans des registres de Foggara, avec le droit d'eau théorique, et puis l'unité réelle, hein, le mahal et le mzeki. Ces unités sont inscrites, mais sont théoriques, puisque, on l'a vu, les baisses de débit liées aux éboulements, aux ensablements, etc., modifient sans cesse les conditions. Donc il y a un cadre qui est assez strict, et puis il faut l'adapter, modifier les registres, éventuellement rétribuer des personnes chargées de la tenue du registre, le zimam, et chargé aussi de la mesure du débit, le Kial Elma. Là, on retrouve des personnages très très importants dans ces sociétés hydrauliques locales. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des notaires et des juges de l'eau, en utilisant une terminologie européenne, mais on voit bien que c'est incarné et c'est très précis.
Alors, du coup, évidemment, une Foggara qui dépérit et intéresse moins les personnes qui cherchent des droits d'eau. Et il y a une sorte de mouvement vers des Foggaras où le droit théorique est assez proche du droit, de l'accès pratique à la ressource, hein, puisqu'il y aura moins de conflits, certainement, et on pourra avoir une réalité de l'usage de cette part d'eau à acheter. Alors, donc, la plupart des Foggaras ont plusieurs siècles d'existence. C'est une histoire qui remonte probablement, de toute façon, à l'islamisation, mais peut-être aussi avec des bases plus anciennes, plus antiques. Mais de toute façon, au cours de ce long temps d'inscription, de construction de Foggara, la pratique de l'allongement est une pratique qui est observée en Algérie comme au Maroc, qui fait que quand les débits diminuent, on va pousser dans la nappe phréatique pour essayer de récupérer ce qui est perdu temporairement, on l'espère. Mais lorsque le phénomène d'abandon a été constaté, la revivification ne se fait pas non plus seulement par le simple désir d'innovation d'un entrepreneur ou d'un acteur de la société, mais elle suppose l'accord de l'Ajmaa, qui exige d'ailleurs une somme, une sorte de droit d'entrée pour la reconstruction, qui dépend de l'importance de la Ratera, qui dépend aussi de l'existence d'héritiers propriétaires de cette ancienne Ratera, s'il se découvrait qu'il y en ait. Ce qui veut dire que l'Ajmaa a un souci d'ordre social, que ces processus de construction, d'entretien, de renouveau hydraulique correspondent à un processus d'entente générale au sein d'Exour, et que cette sorte de pas de porte pour revivifier une Foggara est aussi une sorte d'optimisation des dépenses. Voilà. Donc il y a une confrontation de deux logiques. Une logique qui se fait au détriment de la Foggara, qui perd sa chance de maintien, et puis une logique de l'investisseur qui admet difficilement le double paiement du droit d'acquisition et le coût élevé de la revivification. On voit que c'est un processus de négociation qui ne va pas de soi de toute façon, et qui peut, dans certains cas, amener, malgré l'existence d'entrepreneurs rénovateurs, un blocage, en fait, du capital que constitue le capital d'ensemble des Foggaras d'une oasis. Il y a un autre cas d'évolution de ces Foggaras, de ces droits aux terres et Foggaras, qui est le droit assez classique dans les pays musulmans de qualifier les biens en biens religieux, biens abous, qui fait que la Foggara ne peut pas être à la disposition des étrangers de l'oasis, même si ces étrangers disposent des capitaux pour revivifier. Et Yasmina Yacoubi a repéré que les commerçants de Métili, à Gardaïa, qui avaient quasi le monopole du commerce, donc qui étaient des gens qui avaient des ressources financières à travers le commerce, l'artisanat et la gestion du transport, n'étaient prêts à investir dans des travaux hydrauliques, mais en fait n'ont guère pu s'insérer dans ce système de droit et ce système d'accès aux ressources. Car les habitants originels, les Zéletes, s'y sont opposés. En 1945, dans des archives, elle trouve que sur les 207 propriétaires de la palmeraie de Touat Gourara, seuls 4 étaient des commerçants métellis. Et c'est qu'en 1952 que pour la première fois, un de ces commerçants a pu acheter une part d'eau dans un endroit où de l'oasis, où les habitants étaient trop pauvres pour en fait entretenir leur Foggara. Alors, l'examen de ces types des types de faire-valoir foncier aussi fait apparaître une exploitation indirecte, comme je l'ai dit tout à l'heure,
ou comme Yasmina l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le métayage au 5e et les locataires au tiers de la récolte. C'était la règle dans la plupart des oasis du Gourara. Et il y a eu donc une dispersion de la propriété qui a encouragé ce mode de faire valoir en confiant les jardins éloignés à ces types d'exploitants plus ou moins précaires. Mais les travailleurs de la terre, eux, étaient intéressés par des lopins qui étaient dotés de fogara fonctionnels. On n'allait pas louer des terrains ou prendre le risque d'une agriculture dans des conditions difficiles. Malgré tout, ils ne s'intéressaient pas à l'entretien de la revivification ou à l'allongement de celle-ci, parce que en fait, ça relevait des propriétaires de fogara et pas des agriculteurs employés sur les terres des propriétaires des fogara. Ils avaient aussi une alternative de se faire embaucher comme ouvriers agricoles dans les fermes coloniales de l'Oranais, dans le nord, et où les conditions étaient plus clémentes et le climat et le salaire étaient plus... Et puis c'était aussi favorisé par la politique coloniale de la grande hydraulique. Donc, ce qui explique que ces différents acteurs sociaux n'ont pas toujours eu des convergences pour maintenir les fogara. Le contrat de location lui-même dépend de l'importance de la récolte attendue, des possibilités d'irrigation, de la nature du terrain. Pour un propriétaire, le contrôle des jardins éloignés était difficile. Il est donc préférable de louer à des locataires, des geras, qui s'impliquent dans les programmes de travaux destinés au maintien de la petite et moyenne hydraulique. Et donc il y avait ainsi une façon de s'adapter au système de subvention pour un certain nombre de Ksour et de Fogara. C'est Ksour qui appelait aussi la fameuse contribution des SIP, des systèmes, non c'était pas système, c'est Société indigène de prévoyance, hein, c'est ça. Voilà, qui est Société indigène de prévoyance qui récupère de l'argent pour la mise en valeur du territoire. On a le vocabulaire du développement qui s'insinue petit à petit dans les sociétés oasiennes, qui assure une part de plus en plus importante des fonctions de développement, la fourniture de matériel, l'encadrement, la vulgarisation, on pourrait dire, et puis qui sont des structures qui sont sous tutelle de l'administration coloniale. Donc ce processus est diversement interprété par les oasiens, puisque en fait il apparaît aussi à travers des cotisations obligatoires comme un système finalement d'impôts supplémentaires imposés aux plus démunis. Alors, quelle est la situation actuelle? Yasmina Yacoubi va aussi faire un travail de continuité historique, c'est-à-dire on ne fait pas un travail seulement d'historien, on fait vraiment un travail très complet de recherche sur le développement d'une hydraulique, quelle qu'elle soit, jusqu'à la situation actuelle. Et il faut dire que la situation algérienne est assez intéressante pour ceux qui travaillent sur les autres pays, parce qu'en Algérie, il y a eu un processus de création d'un observatoire des Fogara en 2011, qui est très avancé, puis qui est associé d'ailleurs à l'agence de bassin hydraulique du Sahara, et qui va faire un inventaire des situations des centaines et des centaines de Fogara du pays. L'observatoire va d'ailleurs mettre à jour finalement des nouvelles demandes de développement et de soutien pour revivifier ou pour réparer les différentes Fogara concernées. Alors ça dépend d'une agence de gestion intégrée des ressources en eau qui existe à Alger et donc qui se décline dans l'agence de bassin hydrographique. Donc l'activité de cette agence consiste essentiellement à essayer de protéger les zones de captation, ces fameuses zones de prélèvement dans les nappes,
de respecter des distances importantes entre les fogaras existantes et puis les forages éventuellement creusés. Et du coup, une forte concurrence existe entre les entrepreneurs agricoles actuels installés près des fogaras et puis ces communautés ou ces groupes qui continuent à utiliser les ouvrages hydrauliques anciens. Il y a aussi une accélération de l'histoire en termes d'intervention moderne où de nombreuses associations ou projets nationaux ou internationaux ont vu le jour pour appuyer ce mouvement de protection des fogaras. Et puis un mouvement aussi associatif propre aux populations de chaque oasis qui se donne aussi comme objectif cette protection, cette sauvegarde. La situation est, comme dans d'autres pays maghrébins, une situation de difficulté technique, économique. On essaie de mécaniser certaines tâches, notamment le curage, qui est le point le plus crucial. Rentrer dans une mine qui fait 4 km de long avec de l'oxygène assez rare malgré les cheminées, avec une pression il ne faut pas être claustrophobe pour travailler dans ces sites-là. C'est dangereux, il y a tous les Kanats, Fogaras, Khetara du monde ont connu malheureusement des drames humains. Et donc l'idée de réfléchir à comment améliorer les conditions de travail est une idée qui est universelle maintenant, qui est aussi véhiculée d'ailleurs par l'UNESCO à travers cette politique aussi de soutien au système traditionnel hydraulique. Voilà, donc pour conclure ce travail vraiment qui m'a vraiment intéressé, parce que ça permet de comparer, ça permet de relativiser, ça ouvre d'autres perspectives. Je signale d'ailleurs que le responsable de l'agence de bassin hydraulique qui est en charge de l'observatoire est déjà venu plusieurs fois à Montpellier, présenté dans le cadre par exemple du colloque de la conférence sur l'histoire de l'eau en 2013, et dans d'autres occasions, tout l'effort public algérien pour effectivement documenter ces sociétés-là. Et donc on a un dynamisme de la recherche algérienne, on a un dynamisme des politiques publiques, on a aussi un dynamisme des associations locales. Et bon, je crois que c'est à méditer, disons. L'ensemble des facteurs en interaction, sociaux, économiques, politiques, ont contribué au façonnage de droits de propriété de l'eau et de la terre pour les fogaras des territoires du Sud dans le cadre de l'époque coloniale. Ces facteurs ont fini par reléguer les fogaras au second plan du développement agricole oasien, mais même s'il y a eu sous l'administration coloniale française des travaux d'aménagement, ils n'ont pas pu s'extirper de contraintes naturelles et sociales qui entravaient leur existence. Aux problèmes d'ensablement, d'éboulement, de rétrécissement des galeries, aux contraintes techniques s'ajoute le poids de l'organisation sociale qui prévalait à l'époque. La main-d'œuvre s'est raréfiée sous l'effet de la législation coloniale, abolition de l'esclavage. Désormais libre, elle s'est attirée par d'autres secteurs et lieux d'activité plus cléments et de meilleure rémunération. Ni la société autochtone ni l'administration coloniale n'ont su proposer d'alternatives viables pour l'entretien efficace des fogaras. L'AJMA se préoccupait de maintenir l'équilibre entre les individus au détriment des nécessités économiques et en maintenant un fonctionnement rigide à l'origine de l'abandon de plusieurs de ces fogaras. Et l'innovation technique hydraulique a apporté à son tour une rude concurrence au système ancestral d'irrigation à travers les moteurs, les pompes, etc. Vous voyez que les pistes de recherche existent bel et bien quand même. Les fogaras ne sont pas abandonnés complètement en Algérie. Il y a des outils de recherche, des outils d'inventaire, des outils d'intervention. Donc il y a beaucoup de choses à poursuivre et Yasmina nous invite à continuer les travaux de recherche, notamment vers les archives privées, les archives des usagers. On a la même chose au Maroc, on a la même chose dans les Cévennes, on a la même chose dans le Luberon, en Provence. Des lectures de contrats, revisiter tous ces contrats d'achat, de location, de part d'eau, toutes les clauses à l'intérieur de ces contrats, les situations de métayage à approfondir, les situations de location aussi,
Le recours au registre des EMAM, c'est-à-dire finalement la mémoire des institutions de l'eau, et enfin comprendre les logiques actuelles et les enjeux des acteurs qui sont impliqués dans cette préservation d'ouvrages hydrauliques anciens. C'est un phénomène quand même qui traverse aussi tous les pays et qui était autrefois considéré comme nul et non avenu, disons, dans les théories développement, j'arriverai pas à le dire, les théories du développement, voilà, et qui aujourd'hui ont droit de citer, ont droit de... il y a une prise de parole publique et puis il y a des actes concrets. Merci pour votre attention. Et Yasmina n'est pas avec nous dans cette salle, mais elle est présente et elle vous remercie de l'avoir invitée à cette séance intéressante au plus haut point. Merci. Très brièvement, on voit bien qu'il y a une dynamique extrêmement complexe de délégation de droits à travers des contrats de location, de métayage. Les points sur lesquels tu insistes, j'ai l'impression que c'est plus sur les questions de partage de récolte, c'est plus des rapports de métayage au 5e et à moitié ou au tiers. Je ne sais pas si tu es en situation d'y répondre, peut-être que si Yasmina est connectée après tout, elle pourrait le faire par Internet. J'espère. J'avais surtout une question que peut-être tu pourras renseigner à partir de ton expérience marocaine. Ces proportions, elles sont liées en partie aux cultures. J'imagine que selon s'il s'agit de palmiers ou de cultures céréalières, déjà les parts varient. Et qui renvoie à cette question, c'est la façon dont, justement, à travers leur participation dans des travaux d'entretien des galeries, si les métayers, est-ce qu'on peut informer des processus cher à Jean-Philippe, qui nous écoute aussi certainement, d'agricultural ladder, d'ascension à travers l'octroi de parts supérieures de la récolte, et puis peut-être ensuite le changement de statut de locataire, et pourquoi pas de propriétaire à travers l'acquisition de droits d'eau. Ça me semble un point intéressant du point de vue des dynamiques agraires et puis des dynamiques sociales. Et la deuxième question, et là encore, dans la mesure de tes possibilités, c'est, j'imagine qu'il devait y avoir quantité de litiges sur le contrôle, les transferts de droits d'eau, dans des situations où précisément les héritiers n'étaient pas toujours en place, il pouvait y avoir des réclamations, etc. Est-ce que ces litiges sont renseignés dans des archives juridiques voilà. Bon, j'aurais du mal à répondre pour la situation étudiée par Yasmina Yacoubi en Algérie. Je suis pas assez compétent, j'ai des lectures, mais je ne peux pas répondre sur toute la richesse des détails de ces relations proportionnelles en termes à la fois de partage de récolte et de partage de l'eau. Pour ce qui est du partage de la récolte, en tout cas au Maroc, on voit une évolution permanente vers l'amélioration, si possible, de la part du métayer aux dépens du propriétaire. On cherche le statut du Hamas au 5e et plus de mise, et on va se rapprocher vers une recherche d'une convention presque à moitié-moitié, bon, qui est classique du métayage. Mais si ces notions me semblent relever de politique sur des territoires assez vastes, c'est-à-dire que c'est une norme qui s'impose, qui est une référence pour ce qui est du contrat entre le propriétaire et le locataire ou le métayer. Par contre, pour l'aspect de l'eau, il n'y a aucun mécanisme générique absolu qui s'impose à un vaste territoire politique. Chaque ksar, chaque doua en Maroc, en fait, chaque fogara, chaque ouvrage hydraulique, c'est pareil d'ailleurs dans les séguias de montagne, les canaux de montagne, à chaque fois, la construction institutionnelle, le système de droit, il est tout à fait localisé, spécifique, produit d'une histoire extrêmement complexe, puisqu'en fait, il y a un fond initial des créateurs, mais il y a longtemps que les créateurs, on ne sait plus où ils sont, et on s'en réfère de façon mythique peut-être, mais en fait, il y a des négociations permanentes qui fait que
je disais, la seule chose que je vois, c'est qu'en Algérie, ce partage en débit continu domine du point de vue culturel. Au Maroc, c'est plutôt un partage du temps qui domine du point de vue culturel. Mais après la fixation des normes, il n'y a pas, dans un même village, s'il y a 5 fogaras, il y aura 5 façons de partager l'eau, et elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas jamais les mêmes. Il y a des gens qui vont partager l'eau tous les 15 jours, d'autres toutes les semaines, d'autres avec un droit défini par rapport à une surface, d'autres avec des systèmes de priorité par rapport aux cultures. Et plus que ça, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les mêmes à un temps donné géographiquement dans la localité, mais en fait, si on en fait l'histoire, et justement, si on regarde les documents anciens, si on discute par entretien avec les juges de l'eau, et aussi avec les anciens usagers, les personnes âgées, etc., on s'aperçoit qu'un système va être modifié au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de brouhaha permanent qui me semble refléter en fait ce que la société vit, c'est-à-dire les générations passent, et à travers l'eau, on va tout le temps discuter des parts de chacun, du rôle des uns et des autres, de la place des femmes aussi, peut-être. Il y a plein de circonstances qui font que... Voilà. Et ça, c'est pas propre d'ailleurs au territoire du sud algérien ou du sud marocain. On retrouve ça dans les mondes catalans, dans le monde cévenol, etc. Toujours une inventivité qui est d'ailleurs, à mon avis, enfin moi je l'interprète, je m'excuse d'être un peu long, mais j'interprète comme une sorte de réponse aux normes politiques qui viennent des politiques publiques. Vous avez un cadre qui est général, on va inventorier, on va faire de la description, mais nous, on a la façon de complexifier et de vous rendre inintelligible la gestion locale de l'eau, et seules les familles directement impliquées comprennent avec les porteurs de cette connaissance juridique, hein, parce que les registres sur lesquels il y a les droits d'eau, ça c'est le nerf du pouvoir, de la guerre et justement du fait que ce n'est pas toujours les plus puissants qui gouvernent la gestion de l'eau. Parce que si c'était les plus puissants, ils auraient éliminé tous les autres. C'est ça un peu l'enseignement aussi de ces sociétés hydrauliques, c'est que malgré tout, le panel économique des ayants droit, il est très diversifié aussi, quoi. On peut parler de presque petite république hydraulique parfois. Bon. Je commencerai peut-être par ce dernier point, parce que généralement on a tendance à associer ces sociétés hydrauliques anciennes, je parle notamment des fogaras, des sociétés égalitaires, or que de ce que je connais, des sociétés c'est extrêmement inégalitaire. Vous avez parlé tout à l'heure des métayers, des locataires. Certes, ils ont accès aux ressources, mais pas les mêmes ressources que les propriétaires. Donc du coup, la question que j'aurais voulu poser à Yasmina, dont peut-être elle nous écoute, c'est ce que je ne comprends pas, c'est cette fixation de son analyse sur la période coloniale. Or que, à mon sens, les bouleversements importants qu'a connus l'oasis algérienne se produisent actuellement, donc à la période post-indépendance. Et du coup, donc voilà, il y a pas mal d'éléments qui se passent actuellement qui auraient pu, on va dire, Eric, tu as parlé tout à l'heure de cette ascension sociale des métayers et des locataires qui deviennent actuellement... Ouais, mais j'essaie de répondre... qui actuellement, ils ont un peu inversé les rapports sociaux de production avec les propriétaires qui dominaient, on va dire, durant cette période coloniale. Actuellement, les oasis, elles sont plus en sous-production, elles sont plutôt en surproduction. Elles alimentent le nord de l'Algérie. Donc on a vraiment un changement assez important qui se passe actuellement. Et je pense peut-être Yasmina va le faire par la suite, ou elle l'a fait, elle n'a pas eu le temps de l'exposer aujourd'hui. En fait, la question que je me pose, pourquoi pourquoi rester sur cette période? Si Yasmina nous entend, de toute façon, elle va écouter vos différentes questions. Et je pense qu'on peut lui demander d'envoyer par mail ses réponses et que ces réponses soient diffusées dans le groupe. Parce que je ne peux pas vous expliquer
en détail pourquoi. Je ne pense pas qu'elle soit focalisée uniquement sur la période coloniale. Il y a une continuité historique. Hein. Je pense qu'elle aborde aussi la question que vous soulevez des transformations sociales récentes, mais elle ne l'a pas développée dans cet exposé-là. Voilà, on va dire. Merci. Alors, je vais commencer par poser deux questions qui sont posées par Julie Trottier, là, qui nous suit sur Internet. Tu vas voir si tu es en mesure de répondre. Alors, première question. Y a-t-il eu mise sur pied de structures de médiation entre utilisateurs de Foggara et utilisateurs de nouveaux forages pour les cas où il y a interférence négative entre les deux? Et deuxième question, quand une Foggara renaît, les anciens propriétaires gardent la moitié du débit, mais si elle renaît pour la 4e fois, c'est-à-dire au fur et à mesure des cycles, est-ce qu'on partage avec toutes les générations précédentes de propriétaires, et si oui, de quelle manière? Bon, je ne peux pas répondre ni à la première ni à la deuxième question. Donc, Yasmina, vraiment. Si vous nous écoutez, Yasmina, manifestez-vous. Répondre d'une certaine manière. Je ne connais pas, en tout cas au Maroc, de structure de négociation. Mais il y a bien confrontation entre les intérêts des propriétaires des Hétaras et puis les entrepreneurs qui font des forages à partir La dernière, d'ailleurs, on avait eu un exposé d'un chercheur marocain qui travaille sur cette confrontation entre une oasis ancienne, Boudnib, et puis un investissement, disons, complexe, maroco-occidental, d'une exploitation de plusieurs milliers d'hectares, donc avec une coexistence. Hein. Il n'y a pas un lieu de négociation par rapport au partage de l'eau. Chacun imagine que l'eau est séparée, mais en fait, elle est bien commune. La question sur sur les répartitions successives au fur et à mesure des cycles de renaissance. Quand on parle de revivifier une Foggara ou une Hétara, c'est après un abandon significatif. Hein. Sinon, actuellement, par exemple, il y a des sécheresses au Sahara et il y a certaines années où il y a des tarissements. Et puis, le retour de l'eau se produit et le système refonctionne. Et dès lors que le système refonctionne, les conventions qui sont en cours refonctionnent, on rétablit et on partage selon les normes locales. L'idée de revivifier la Hétara, c'est après une période de 50 ans d'abandon. C'est vraiment une rupture générationnelle. Il y a plus, on a encore les traces, parce que dans le paysage, on les voit. Une Hétara abandonnée depuis 100 ans, elle est toujours là. Simplement, elle est pleine de sable. Donc voilà. Les traces sont là. Et d'ailleurs, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il y a des gens dans la société qui régulièrement vont aller voir les puits-mères de leur propre ouvrage s'ils sont responsables, mais de l'ensemble. En fait, il y a une sorte de vigilance collective des situations des nappes. Et donc, quand les nappes remontent, il y a une rediscussion de savoir si on entretient ou si on construit autre chose, ou on revivifie autre chose. On fait aussi des constructions complètement nouvelles. Hein. Il n'y a pas que de la revivification, en tout cas, dans l'histoire récente du Maroc, il y a eu des constructions de nouvelles Hétaras, nouvelles galeries. L'idée que la moitié, moi je pense que cette idée, personne n'y a pensé au Maroc, et peut-être qu'il y a à peu près les mêmes principes en fait. Mais d'après ce que j'ai compris, la JMA assure une sorte de régulation, de sécurisation, qu'il n'y ait pas une appropriation abusive en fait, des ouvrages. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de paiement et de redistribution des droits. Ça peut être à l'encontre ou à l'avantage, ça doit dépendre aussi au cas par cas. Je pense que la plupart des situations que je connais, les Hétaras ou les Foggaras sont très anciennes, ont plusieurs siècles d'existence, mais elles ont eu une période de crise avec une renaissance. Et en fait, le mythe fondateur des constructeurs, c'est pas les
les constructeurs du Moyen-Âge, c'est les constructeurs de la Renaissance, enfin, c'est les intervenants de la Renaissance. Et donc tout ça est glissé ou lissé, et donc celui qui était un ancien détenteur de droit va accepter dans la revivification de partager, mais ensuite ceux qui ont eu les droits de la revivification vont devenir eux-mêmes anciens possesseurs, et s'il y a un nouveau cycle, les générations seront passées, et puis le mécanisme, il n'est pas simple, hein, c'est pas directement de père en fils, hein, de toute façon. C'est des cycles qui font 1 ou 2 siècles, à mon avis, hein, 1 ou 2 siècles d'existence entre la construction, l'usage et la crise qui aboutit à une rupture de fonctionnement longue. Mais Yasmina a certainement d'autres exemples bien plus précis à proposer dans ses réponses. Alors, Julie, qui est toujours en ligne, voulait préciser sa première question en disant que tu as plutôt répondu en termes de négociation entre les utilisateurs de Foggara et les utilisateurs de nouveaux forages. Donc elle parlait plutôt de structure de médiation, donc un dispositif institutionnel. Oui. Et deuxième, du coup, elle en a profité pour poser une troisième question sur les mouvements de population au cours de la période étudiée par Yasmina. J'imagine à la fois d'entrée et de sortie. Oui, oui. Bon, les oasis, c'est une banalité, mais ce n'est pas des lieux de résidence permanente. Les gens circulent, il y a le commerce, il y a la relation avec l'Afrique noire, le commerce de l'or, enfin, le commerce des esclaves, le commerce de... Bon, tout était toujours en mouvement. Sur la médiation, ce qui est original dans l'histoire algérienne, c'est cette agence de bassin qui s'intéresse et qui inventorie et qui essaie de protéger. Donc là, oui, il y a une sorte de médiation politique qui est beaucoup moins claire au Maroc. Il n'y a pas, en tout cas au Maroc, il n'y a pas de structure de protection. Il y a un inventaire de Khetara, mais qui est un inventaire un peu technique, un peu la façon, voilà, qui ne déclenche pas un processus de conservation et de développement du tout, pour l'instant. Mais ça risque de venir un jour, parce que la demande émerge des oasis. Il se trouve que après-demain, je pars à Tinrir, où il y a la plus ancienne Khetara marocaine. Et, il y a justement une des différences qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie de ce point de vue, c'est qu'il y a un usage écotouristique qui est maintenant en marche au Maroc, c'est-à-dire que les touristes veulent comprendre ces structures-là, veulent s'imprégner de cette culture-là. Évidemment, la situation touristique du sud algérien est quand même pas très bonne pour le moment, mais on voit que c'est aussi une des pistes pour justifier une politique d'appui à ces groupes. Enfin, j'ai bien vu le système très formel de la distribution de l'eau par débit qui est assez particulière. Et je me posais la question s'il n'y avait pas en fait un désarrangement par rapport à cette situation entre les agriculteurs qui ont un droit, qu'ils ont loué, acheté, qu'ils ont différentes organisations, qui a l'air très, très organisée. Et qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Est-ce qu'on suit le droit exactement, ou est-ce que les gens se repassent à des moments de l'eau, ou ce qui s'arrange? Parce que sur les tours d'eau, ça arrive fréquemment quand même qu'on allonge, etc. Sur une position de débit, c'est quand même plus complexe. Et est-ce que ça se passe? Voilà. Je ne sais pas pour les oasis algériennes. C'est vrai que dans cette configuration, c'est plus difficile de faire des variations, mais en fait, c'est très possible techniquement. C'est des charges hydrauliques. Donc, si vous mettez des pierres à certains endroits du bassin, vous allez voilà, votre proportionnalité va être modifiée. Ça, c'est aussi compatible avec du séquencement temporel. Hein, voilà. Il y a une oasis au Maroc qui s'appelle l'oasis de Skoura, où c'est des génies des mathématiques. Ils ont combiné là, pour le coup, des partages continus avec des partages séquentiels. Ils sont capables de prendre un débit, de diviser en 12, en 8, en 6, en 4, en 3, en 2, en 5 huitièmes, etc.
Et ils ont d'ailleurs une pratique à Ksoura qui est très intéressante, c'est que dans ce style d'ouvrage clé, hein, parce que tout le monde peut l'observer, le partage de l'eau là, hein, quand on plante une feuille de palmier à côté de l'ouvrage, ça veut dire que la proportionnalité changée, modifiée, elle est liée à un acte très précis, intentionnel. Et donc, si vous le changez, vous allez à l'encontre de ce qui se passe actuellement, qui est le rapport de force, on pourrait dire, parce que ce n'est pas forcément l'application stricte de ce que Yasmina appelait les droits inscrits, hein, puisque effectivement il y a une différence entre droit inscrit et pratique concrète, mais en tout cas il y a des signaux comme ça qui sont donnés pour dire je modifie le fonctionnement, et tant que cette chose-là est plantée, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Par contre, à la fin de cet exercice, de cet usage, on va rabattre le signal, et donc les suivants ou les autres vont pouvoir agir. De toute façon, c'est plus à l'encontre de l'ayant droit tel qu'il s'est manifesté dans son rapport à l'eau. Voilà. De toute façon, il y a une capacité à partir du système des droits inscrits, de le modifier et de l'arranger autrement. Moi, peut-être pour terminer, je me réfère beaucoup à un auteur qui s'appelle Penet, qui était en 1913, qui a écrit un bouquin sur les oasis du sud tunisien, dans lequel il analysait le système de droit inscrit, et il analysait l'impact de la colonisation sur l'oasis. Et justement, il expliquait que dans les droits inscrits, c'était l'architecture du réseau qui comptait, et donc chaque quartier, chaque parcelle dans chaque quartier avait un droit proportionnel, etc., qui était fixe, et que l'introduction de la colonisation avec l'idée de commerce ou d'intensifier la production oasienne pour les autres clients, disons, enfin, dans cette libéralisation de l'économie, avait amené l'autre façon de mesurer le temps par la clepsydre, hein, l'unité de base de mesure. Il y a toujours un empirisme agronomique, hein, dans toutes les oasis pour dire, pour irriguer, il faut tant de minutes avec tel débit, et ça fonctionne. Hein. Donc ce temps-là, mesuré par la clepsydre, ça a différents noms dans chaque oasis. Il disait ça devient la référence. C'est-à-dire que les gens s'échangent constamment les droits d'eau à travers les mesures du temps, dans une sorte de commerce qui n'est pas viable à long terme, parce que le fait que l'eau va circuler d'une parcelle puis à une autre, puis à un autre éloigné, etc., en fonction de l'argent, de l'achat du temps, et plus en fonction des normes sociales, pour lui c'était des risques pris par la société oasienne de perdre une cohérence territoriale et une harmonie sociale, entre guillemets, sachant qu'on est bien d'accord, c'est comme toute société, il y a eu des très grandes inégalités. Voilà. Je crois que j'espère avoir bien été fidèle surtout à ce que Yasmina Yacoubi voulait dire, et qu'elle peut le dire aussi sur Internet si elle est en ligne. Elle n'est pas en ligne. Bon. Ah, oui, je croyais avoir fini le temps. C'est un cas vraiment fascinant du point de vue des combinaisons entre dimensions individuelles et collectives, à la fois l'investissement individuel initial qui se communautarise avec les générations, à la fois l'investissement qui crée des droits d'eau et la régulation collective et de la Juma. J'avais deux questions. Une part, c'était par rapport aux différenciations que tu avais souligné. D'abord, est-ce qu'on a un héritage égalitaire, inégalitaire, et s'il y a de l'exclusion ou de la micro-parcellisation au fil des générations, du point de vue des droits sur la terre, du coup, et est-ce qu'il serait possible, à travers les registres, en tout cas, de suivre, du coup, sur un espace donné, les différenciations et les concentrations du coup, des droits d'eau et des droits sur la terre, quoi. Parce que avec les registres, il y a peut-être moyen de faire
de pouvoir documenter ça, quoi. Et l'autre question, c'est, tu soulignais, Yasmina a souligné l'importance, finalement le fait de la relative faible rentabilité de ce système-là, y compris à la période qu'elle étudie, et on voit aussi l'ampleur des investissements que ça représente pour les créer ou pour les entretenir ou pour les revivifier. Elle évoquait aussi la place du travail servile. Donc, je me demandais dans quelle mesure est-ce que finalement le travail servile pour l'entretien, la revivification était une partie importante de conditions de possibilité finalement de ce type de système, vu effectivement les coûts d'investissement en main-d'œuvre que ça représente pour la création et pour l'entretien. Oui. J'ai pas de réponse aussi, encore une fois, vraiment. Yasmina nous donnera son opinion a posteriori. Sur la question de la servilité, je me réfère un peu aux travaux de Mohamed El-Faïz, qui remet partiellement en cause ces dénominations de l'esclavagisme et tout ça. Il n'y a pas de féodalité, il n'y a pas d'esclavagisme pur. Il y a des situations de travail forcé, certainement, mais c'est la terminologie qui met en cause. C'est-à-dire, il faut derrière comprendre une réalité humaine plus complexe. Au Maroc, en tout cas, il y a des galeries drainantes qui ont différentes histoires. Il y en a qui sont liées à l'État, carrément. L'État constructeur de galeries drainantes, à Tour de Marrakech, il y en a eu beaucoup, des galeries sultaniennes, liées au pouvoir central. Ils ont employé la main-d'œuvre servile aussi. Mais il y a aussi des galeries qui ont été construites par la réunion d'un groupe qui s'est engagé dans un effort collectif. Et qui, on peut pas qualifier de servile ce travail. C'est un travail de pionnier, on peut penser. Après, il y a aussi des galeries qui sont d'ordre totalement privé, avec des gens qui ont de l'argent et qui sont capables de mobiliser à bon compte du travail qui est soit servile, soit salarié, mais avec des rémunérations extrêmement faibles, certainement. En tous les cas, en tout cas, dans tout ce qui est actuellement toujours en galerie drainante vive, on appelle ça les khetaras vives, et qui sont très très nombreuses au Maroc, avec parfois des débits techniques, des situations très intéressantes du point de vue. C'est pas des gens à la marge, c'est des gens au cœur de ces sociétés. L'aspect de la servilité n'est plus le caractère dominant. On travaille proportionnellement aux droits qu'on a acquis d'héritage, etc. Il y a pour répondre aussi à la première question, on a vu un exemple à Bouya, dans l'oasis de Jorf, dans le Tafil Alelt, où le village est structuré autour de 4 grandes familles fondatrices de la rénovation de la galerie, certainement. Et puis il y a un cinquième groupe qui est effectivement le groupe des pauvres, des sans-droit, ce qu'on veut, qui ont finalement été intégrés comme une composante à part entière du tour d'eau. Donc ça, c'est un processus qui a peut-être duré un siècle, qui s'étale peut-être du Maroc précolonial, Maroc colonial, et qui se finit ou se résout dans le cadre actuel du Maroc indépendant. Voilà, et on peut voir que les droits d'eau étaient d'abord assignés au bloc, puis ensuite la création d'un 5e bloc a créé une modification des institutions, puisqu'il a fallu en fait créer des jours supplémentaires. Et ça, c'est aussi un des... Bon, Yasmina n'en parle pas, peut-être parce qu'elle n'a pas trouvé ce cas-là, mais un des points de crise, c'est l'allongement des droits d'eau. Pour intégrer des nouveaux personnes, des gens qui succèdent à ceux qui ont les droits historiques, mais qui s'installent dans les périphéries de l'oasis de départ ou du système irrigué de départ. Ce n'est pas spécifique aux oasis, ça existe dans tous les systèmes irrigués paysans. On s'installe dans des périphéries et on va attribuer, en fait, on va élargir l'assiette foncière et des droits d'eau. Et donc pour ça, au lieu d'irriguer toutes les semaines, on va irriguer en fait, on voit très très souvent ce processus, le passage de la semaine, un passage à 10 jours, à 15 jours ou à 12 jours.
Et après c'est 18, après c'est 25, après c'est... Voilà. Et à un moment, agronomiquement, économiquement, le système, il ne fonctionne plus. Et c'est là où on rentre dans ce que un peu Yasmina a décrit dans les crises diverses et variées. Voilà.